Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Préfet des Yvelines, cher Jean-Jacques Brault, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Une cérémonie de vœux comme celle qui nous réunit ce soir a traditionnellement deux vocations. La première est d'être un moment de convivialité, de bienveillance, d'amitié même. Aussi, avant d'aborder d'autres sujets, je souhaite exprimer à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur. Des vœux pour vous-même, bien entendu, mais aussi pour vos proches, vos familles, tous ceux que vous chérissez. La seconde vocation d'un tel événement est d'exprimer à l'orée d'une année nouvelle un message d'enthousiasme et de résolution. Sur ce point, je vous dois un aveu. Malgré mon tempérament résolument optimiste, lorsqu'il y a quelques jours, je me suis attaqué au projet d'écrire ce propos, sans verser dans la langue de bois ou la méthode Coué, j'ai longuement, très longuement médité au-dessus de ma feuille blanche. Depuis quelques semaines, une partie de nos concitoyens est en révolte. Révolte, c'est, me semble-t-il, le mot le plus juste pour décrire ce qui se passe. Cette révolte, certains s'efforcent de la récupérer au service de leurs intérêts politiciens. Je m'en garderai bien. Certes, le président de la République et sa majorité, dans leurs mots, dans leurs attitudes, dans leurs actions comme dans leurs omissions, ont incontestablement commis bien des erreurs. Mais il serait bien léger de vouloir leur faire porter la responsabilité pleine et entière de cette situation. D'autres encore, parmi les partisans du pouvoir et dans nos élites désemparées, le fustige et la caricature, ne voulant voir, sans doute pour tenter de se rassurer dans ce mouvement dont la spontanéité est indéniable, que la main de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Ce serait tellement plus simple, mais ça n'est pas vrai. Cette révolte, il n'y a pas non plus lieu de l'encenser ou de l'idéaliser. Elle est par définition désordonnée, tumultueuse, accompagnée de violences auxquelles on ne saurait la résumer, mais qu'il faut dénoncer et plus encore maîtriser. Comme l'écrivait Albert Camus, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Ne méprisons pas ce qu'elle exige de ses participants, qui, pacifiquement pour la plupart, occupent les ronds-points ou arpentent semaine après semaine les pavés glacés de nos villes. Ne sous-estimons pas non plus, si nous voulons éviter le pire, l'exigence qu'elle comporte pour ceux qui gouvernent le pays et pour ceux qui ont l'ambition de le gouverner demain. Ces exigences, quelles sont-elles? De mon point de vue, pas d'organiser un grand débat. Ces débats, je le crains, ne réjouiront que les chaînes d'information continue et les plus extrêmes trouveront de toute façon à mettre en scène le mécontentement du peuple. Je vois mal comment il déboucherait sur autre chose qu'une frustration accrue. La France est une démocratie représentative, Monsieur le Président du Sénat. Elle possède un Parlement légitime, dont procède un gouvernement, que ça nous plaise ou pas, qui ne l'est pas moins. C'est leur mission de comprendre les aspirations des citoyens, de tous les citoyens, et de les traduire ensuite en décisions et en actes. Quitte à reconnaître que l'on s'est trompé et à mettre en œuvre une autre politique, comme avait su le faire avec courage le président Mitterrand en 1984. Seraient-elles donc si mystérieuses que cela, les causes du mécontentement populaire? Elles ne le sont pas pour ceux qui, nombreux dans cette salle, exercent leurs responsabilités publiques en prenant soin de conserver leurs liens avec ce que d'aucuns appellent le terrain, d'autres la vraie vie. Le facteur déclenchant, à l'évidence, est un sentiment profond d'injustice sociale que génère, entre bien d'autres choses, le fardeau d'une fiscalité de plus en plus lourde,
de moins en moins compréhensible et de moins en moins progressive, et qui coexiste avec l'affaiblissement ou la disparition des services publics, en particulier là où ils sont le plus importants, dans les zones rurales et périurbaines. La politique fiscale de ce gouvernement ressemble un peu trop à celle que préconisait Alphonse Allais, humoriste bien connu. Il faut prendre l'argent aux pauvres, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils sont tellement plus nombreux. Mais réduire la colère populaire à la seule dimension d'une revendication financière et penser pouvoir l'apaiser par une distribution de verroteries, aussi préjudiciable soit-elle à l'équilibre ou plutôt au déséquilibre des comptes publics, serait une erreur plus grave que toutes celles déjà commises. Les Français n'attendent pas de leurs représentants politiques et plus généralement de leurs élites qu'armés d'une quelconque baguette magique, ils apportent des réponses immédiates aux problèmes qui tissent leur quotidien et aux interrogations qui obscurcissent leur avenir. Ils attendent du respect et de l'écoute qui leur ont bien fait défaut depuis 18 mois. Ils attendent autre chose que des phrases convenues. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Et les Français ont raison. Car à quoi sert la politique? À quoi sert la démocratie? Sinon à créer des choix, à proposer des alternatives. Ils attendent une vision de la société dans laquelle ils aient le sentiment d'avoir une place modeste pour la plupart d'entre eux, mais une place digne néanmoins. Ils attendent, pour les plus jeunes, de pouvoir trouver un travail et de pouvoir en vivre décemment, d'élever leurs enfants dans des conditions qui garantissent à chacun l'égalité des chances. Ils attendent, pour les plus âgés, qu'à l'issue d'une vie de labeur, leurs vieux jours ne soient pas des jours de dénuement. Ces attentes sont-elles déraisonnables? Je ne le crois pas. Y répondons-nous de façon convaincante? Je ne le crois pas. Et moins qu'à la majorité actuelle, mon message veut s'adresser ici à mes propres amis. Parmi les erreurs que les Français reprochent à ce pouvoir, nous en avons soutenu un certain nombre par nos votes. Et demain, si nous nous contentions de porter un projet banalement libéral, qui trouve son inspiration à Davos ou à Los Angeles, plutôt qu'à Mantes-la-Jolie, à Rambouillet, à Antony, à Orsonville, nous risquerions de les reproduire et d'en payer à notre tour le prix. Je n'ai pas l'intention, s'il faut vous rassurer, de rejoindre M. Mélenchon ni la France insoumise. L'inspiration de mon propos n'est autre que celle du gaullisme. Faut-il rappeler la phrase du général de Gaulle pour évoquer cette société de participation abattue par la conjonction des conservatismes, cette société de participation qu'il proposait aux Français? Ni le vieux libéralisme, ni le communisme écrasant, autre chose. C'était il y a un demi-siècle, mais si certains mots ont pris la poussière, la direction et le défi me semblent toujours d'actualité. Notre pays souffre d'une inefficacité profonde de la dépense publique. C'est à mes yeux cette inefficacité qui explique ce sentiment de double peine, trop souvent présenté comme une contradiction, mais qui n'en est pas une, de vouloir à la fois payer moins d'impôts, mais de demander davantage de services publics. Cette inefficacité de la dépense publique résulte de quelques phénomènes simples, mais profondément enracinés. Le principal est la prétention de l'État à tout régir, comme s'il était le seul capable de porter l'intérêt général, de gérer avec rigueur, de faire une réforme ou même d'avoir une idée. Il en résulte une profusion, un bavardage législatif et réglementaire inouï. Les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires, les normes de toutes sortes s'accumulent, multipliant les contraintes et les coûts pour les acteurs privés, pour les acteurs publics, élaborés dans des processus bureaucratiques sans rapport avec la réalité, sans jamais que la nécessité soit démontrée, sans jamais qu'elle soit mesurée de façon rigoureuse et objective. Ce mal français devient de plus en plus grave. Or, dans une société que le progrès technologique et ses implications font évoluer à un rythme étourdissant, nous devons pourtant repenser avec davantage de modestie le rôle de nos institutions publiques, inévitablement lentes,
les recentrer alors sur le stratégique, l'important, faute de quoi leurs interventions apparaîtront de plus en plus décalées, perturbantes, inopportunes. Nos sociétés modernes doivent impérativement être décentralisées. La liberté des individus, celle des acteurs de terrain, qu'il s'agisse des entreprises, des associations, des collectivités, est essentielle si nous ne voulons pas que le progrès scientifique et cette mondialisation désormais irrévocable débouchent sur un monde orwellien, dominé par une poignée de grandes sociétés au service de leurs seuls intérêts égoïstes et échappant à tout contrôle. L'État ne peut pas jouer au XXe siècle le rôle qui était le sien au siècle passé. Il doit relever de nouveaux défis, nombreux, difficiles, et pour ce faire, il doit abandonner certains champs d'action à d'autres acteurs. Pas par des libertés chichement octroyées comme les souverains d'anciens régimes pouvaient concéder quelques franchises à leur bonne ville, mais en reconnaissant pour de bon leur autonomie, leur capacité de s'organiser librement sur des modèles qui ne soient pas partout identiques, de coopérer entre eux, d'adopter leurs propres solutions dans un cadre républicain qui fixe les orientations, qui accompagne si c'est nécessaire, qui encourage et qui sanctionne le cas échéant. Ce serait une révolution, mais vous en conviendrez, mes amis, bien préférable à la situation quasi insurrectionnelle qui agite notre pays depuis 2 mois. Le département des Yvelines, qui est un département modeste par ses dépenses, nous sommes en fait celui de France qui dépense le moins par habitant et pourtant, ou plutôt justement, un de ceux qui investit le plus. Mais ce département n'est modeste ni dans ses réalisations ni dans ses ambitions. Nous avons créé la seule agence départementale d'insertion de France métropolitaine afin de multiplier les activités utiles proposées aux bénéficiaires du RSA. En 2020, l'ensemble de notre territoire aura accès à l'Internet très haut débit à coût quasi nul pour le contribuable. Nous venons de créer en partenariat avec la Sodexo, première entreprise de France dans son secteur, la première entreprise de restauration scolaire de France. 1200 agents, 50 millions de chiffre d'affaires, 6 millions de repas annuels délivrés dans 110 sites différents. Nous sommes l'un des rares départements, avec les Hauts-de-Seine, bien entendu, mon cher Patrick, à soutenir une politique puissante de rénovation urbaine. Nos politiques n'ont qu'une finalité, faciliter le développement économique au service de l'équilibre social de notre territoire. Et une seule philosophie, faire plus et mieux avec moins. La fusion que nous avons décidée avec nos amis des Hauts-de-Seine est elle aussi une démarche unique. Et les initiatives que nous avons prises, mon cher Patrick, je crois qu'on peut en revendiquer un tout petit peu la paternité, et les initiatives interdépartementales que nous soutenons avec les autres départements d'Île-de-France démontrent notre capacité à coopérer, à faire preuve d'une solidarité territoriale intelligente, à innover, sans qu'il soit nécessaire que l'État s'en mêle et impose ses logiques nivelantes et ses processus coûteux. Mais combien nous pourrions accomplir davantage avec plus de liberté et de responsabilité si l'on cessait de nous prendre, nous les élus locaux, pour des enfants immatures ou pour des rouages administratifs un peu contrariants car n'obéissant pas au coup de sifflet. Alors oui, même si en ce début d'année, la situation n'incite guère à l'optimisme béat, j'ai des vœux à formuler. Enfin, peut-être pensez-vous. Je forme le vœu que 2019 soit l'année qui voit la fin d'une certaine arrogance du pouvoir, de l'irresponsabilité d'une grande part de nos élites, du dédain envers les corps intermédiaires, de la désinvolture à l'égard de la souffrance sociale, du centralisme excessif de notre système public, de ce populisme d'extrême centre qui travestit la suppression d'un tiers des représentants du peuple en progrès de la démocratie. C'est beaucoup, me direz-vous.
certes, mais si mes vœux se réalisaient, convenez que nous pourrions aborder 2020 avec davantage de sérénité. Et peut-être nous attaquer ensemble à la construction, sinon de ce monde nouveau que l'on nous a annoncé, mais plutôt d'une France nouvelle. Une France nouvelle qui ne soit pas un slogan publicitaire autoproclamé. Une France nouvelle qui ne laisse pas au bord du chemin une large partie de nos concitoyens. Une France telle que nous ne pourrions que l'aimer passionnément. Bonne année à toutes et à tous.